Numéro 8. Le canular du vétéran sans-abri sur GoFundMe. En 2017, une campagne GoFundMe lancée près de l'Interstate 95 à la sortie de Philadelphia affirmait qu'un vétéran sans domicile de l'armée américaine, Johnny Bobby Jr., avait donné ses 20 derniers dollars à Kate McClure quand sa voiture s'était retrouvée sans essence, jauge vide. McClure et son compagnon, Mark D'Amico, ont transformé cette histoire en collecte nationale sur GoFundMe avec une page de donation affichée sur ordinateur et elle a rapporté plus de 400 000 dollars grâce à des milliers de donateurs partout aux États-Unis, souvent les mains sur leur téléphone pour faire un don par smartphone. Le mécanisme était d'une simplicité glaçante. Un inconnu aidant une conductrice bloquée au bord de la route, une plateforme pensée pour inspirer une confiance immédiate, une donation mobile, GoFundMe, en quelques gestes, et un public prêt à récompenser la bonté dès qu'il la voyait sur un écran de smartphone devenu viral. Mais en 2018 et 2019, devant le tribunal du New Jersey et dans une salle d'audience où le procureur a pris la parole, les autorités ont affirmé que des éléments essentiels de l'histoire étaient faux. Et la procédure s'est concentrée sur des accusations selon lesquelles l'argent des donateurs avait été détourné vers des dépenses personnelles, des sacs de luxe et des reçus à l'appui. Bobbitt, vu plus tard devant le palais de justice, a ensuite déposé des recours civils en disant qu'il n'avait reçu qu'une petite part de ce que les gens pensaient lui offrir, comme le rappelaient ses mains vides, ses boîtes de dons avec quelques pièces et ses bocaux de billets tendus vers la pauvreté. Cette affaire de faux vétérans sans domicile sur GoFundMe est devenue l'un des dossiers de fraude au financement participatif les plus connus du pays, parce qu'elle a montré à quel point une histoire virale sur les réseaux sociaux peut dépasser la vérité, et comment une arnaque au crowdfunding peut naître dans l'ombre d'un récit parfait. Et celle-ci est restée encore à petite échelle, car l'affaire suivante transforme ce même vol moral en institution, sous la silhouette sombre d'un bâtiment qui semble déjà savoir ce qui va suivre. Numéro 7. Quartier général national de Vietnam. Basé à Rockford, dans l'Illinois, avec une vue aérienne du centre-ville en toile de fond, et fondé en 1984 par des vétérans de la guerre du Vietnam, cette organisation caritative se présentait comme un réseau national d'aide pour les demandes de prestations, le soutien médical, le stress post-traumatique et les services de proximité entre le Vietnamois Veterans Memorial et un bureau de conseil en avantages pour vétérans. Ce qui la rendait dangereuse, ce n'était pas une seule histoire inventée, mais une structure durable, une cause liée aux anciens combattants transformée en machine de collecte avec un centre d'appel de télémarketing vide, une banque téléphonique de collecte caritative et l'image d'un vétéran tenant ses médailles de service. Le 29 mars 2017, la Federal Trade Commission et 24 États ont annoncé une action conjointe contre Vietnam National Headquarters Incorporated, affirmant que ces télévendeurs, casques sur la tête dans un centre d'appel, trompaient les donateurs en disant que les contributions soutiendraient des programmes locaux pour vétérans, tandis qu'un télévendeur passait l'appel et qu'un donateur âgé répondait au téléphone. Selon les régulateurs, environ 85% des dons allaient à des collecteurs de fonds professionnels rémunérés dans un bureau où l'on comptait l'argent, tandis que moins de 5% finançaient réellement les programmes caritatifs, laissant derrière eux un bureau d'aide aux vétérans vide et des piles d'argent séparées sur une table. Tout le dossier tient dans cet écart. En novembre 2017, un tribunal fédéral a interdit définitivement à l'organisation de solliciter des contributions caritatives, depuis le décor solennel d'un palais de justice fédéral des États-Unis, et a ordonné sa dissolution, laissant un bureau caritatif fermé. C'est là que le schéma se durcit, car dès qu'une cause peut être réduite à un script de télémarketing posé près d'un téléphone et à une liste de contacts de centres d'appel, l'insigne utilisé dans le discours peut changer, l'ombre d'une arnaque caritative par téléphone peut rester, et les dégâts continuent de se déplacer. Numéro 6. Fondation des policiers handicapés et des shérifs. Aux États-Unis, cette étiquette caritative glissée dans les boîtes aux lettres de banlieue et récitée dans des scripts au téléphone, casque de télémarketeurs sur les oreilles dans un centre d'appel, avait été conçue pour sonner comme une bouée de secours pour des policiers handicapés, des shérifs et leurs familles. Ce nom était le mécanisme, parce qu'il empruntait l'autorité d'un badge de police vu de près et de la sécurité publique avant qu'un donateur âgé, ouvrant son portefeuille, puisse vérifier où allait réellement l'argent placé dans une enveloppe de dons. Des régulateurs, réunis plus tard dans des bureaux gouvernementaux, elles l'ont identifié comme faisant partie d'une activité de collecte trompeuse, est l'un de plusieurs groupes utilisant des appels aux dons centrés sur des familles tristes,
des récits de proches survivants et l'imagerie d'un événement caritatif sous drapeau américain pour attirer des contributions sous des bannières aux noms bienveillants. L'opération était liée à des campagnes professionnelles de collecte de fonds qui passaient par le courrier, avec des bacs de tri remplis des envois en masse, par le téléphone, avec des rangées des appareils de centre des appels, et par du matériel promotionnel. Des méthodes qui laissaient le volume faire le travail, tandis que, dans des dossiers comme ceux-ci, seule une faible part des dons atteignait souvent un véritable usage caritatif, comme le rappelait parfois un bocal de dons presque vide. Dans les années 2010, les bureaux de contrôle des associations caritatives des États et les services du procureur général, avec des enquêteurs d'agences de protection des consommateurs penchés sur des dossiers de plaintes posés sur les bureaux, ne traitaient plus ces affaires comme des signalements isolés. Ils retraçaient des schémas, sur des murs d'enquête reliant des photos, les mêmes scripts de télémarketing à côté d'un téléphone de bureau, les mêmes façades, parfois une vitrine caritative vide, le même modèle économique caché derrière différentes causes. Et c'est ce qui rend cette affaire plus lourde, parce que la fraude devient plus efficace, plus mobile, avec des centres d'appel portables sur ordinateur, et dans le dossier suivant, elle resserre encore sa cible, jusqu'à la silhouette dans un viseur et l'ombre d'une personne âgée prise au téléphone. Numéro 5. Aider Help the Vets Incorporated. C'était une organisation caritative pour vétérans en Floride, active depuis la région d'Orlando, avec la skyline d'Orlando en toile de fond, et d'au moins 2000 Fortenst 2020 ans, elle demandait de l'argent dans tout le pays par téléphone, par publi-postage, avec des enveloppes de dons caritatifs et via des sites web. La promesse était simple, aider les vétérans blessés ou handicapés, qu'il s'agisse d'un ancien militaire en fauteuil roulant chez lui ou d'un vétéran en rééducation avec une prothèse de jambe. Mais autour d'une table de réunion, les régulateurs gouvernementaux ont affirmé que l'argent de la boîte de dons caritatifs partait ailleurs. Le 19 juillet 2018, la FTC, depuis le bâtiment de la Federal Trade Commission, et 6 États, la Floride, la Californie, le Maryland, le Minnesota, l'Ohio et l'Oregon, ont annoncé une action contre Neil Paul W. Paulson Sr. et l'association qu'il dirigeait, Help the Vets, dont le logo apparaissait partout. Selon le dossier, l'organisation avait collecté plus de 20 millions de dollars, pendant que l'essentiel de l'argent des donateurs était dirigé vers des collecteurs de fonds rémunérés dans des centres d'appel caritatifs, vers les frais généraux et vers Paulson lui-même, plutôt que vers de véritables programmes pour vétérans, laissant derrière elle l'image d'un centre de soutien aux vétérans vide. La FTC a affirmé que Paulson avait reçu plus d'1,5 million de dollars en salaire, avantages et autres rémunérations, un contraste frappant avec un bureau de luxe réservé aux dirigeants et des piles de dossiers entassés dans un bureau en désordre. L'affaire a intégré Opération Donate with Honor de la FTC, puis un accord devant un tribunal fédéral, derrière la façade du palais de justice et le marteau du juge dans la salle d'audience, lui a interdit définitivement la gestion d'organisations caritatives et la collecte de fonds, avec une condamnation financière associée. C'est le moment où le schéma cesse de ressembler à de la négligence et commence à évoquer une ligne d'assemblage industriel, des boxes de centres d'appel pour la collecte de fonds aux engrenages d'une machine bien huilée. Et l'affaire suivante pousse ce mécanisme encore plus loin. Numéro 4. Fondation nationale des vétérans du Vietnam. Fondée à Washington DC en 1992, près du Veteran Memorial, cette association était dirigée par J. Thomas Birch Jr., avocat et vétéran de l'US Army pendant la guerre du Vietnam. Elle disait aux donateurs qu'elle défendait les vétérans et leurs familles, souvent évoqués sous le drapeau américain. Le problème, c'était la destination réelle de l'argent, entre l'appel téléphonique aux donateurs, l'enveloppe de billets dans l'ombre et le bocal de dons presque vide. En 2016, depuis l'extérieur du CNN Center à Atlanta, CNN a rapporté que le groupe avait récolté plus de 29 millions de dollars en 4 ans, alors que moins de 2% des dons allaient directement aux vétérans. À la place, de grosses sommes partaient vers le télémarketing, les employés de centres d'appel, les réunions de sociétés de collecte de fonds et toute la mécanique coûteuse derrière le discours patriotique d'un phone bank caritatif aux couleurs du drapeau américain. Charity Navigator, depuis ses bureaux, l'a placé sur une liste de surveillance et le procureur général de New York, Eric Schneiderman, a ouvert une enquête la même année dans les locaux de son office. En mai 2016, la fondation a annoncé qu'elle allait fermer, laissant derrière elle l'image d'un bureau d'aide aux vétérans désert, d'un couloir sombre et de lumière éteinte. Puis, en novembre 2016, le bureau de Schneiderman a annoncé que Birch avait accepté de dissoudre l'association et de verser $100 000 à de véritables organisations d'aide aux vétérans
après des conclusions indiquant que des donateurs avaient été trompés sur l'usage de leurs contributions jusque dans ces appels où la confiance changeait de main comme un don remis en personne. C'est ici que le costume commence à se défaire, car l'affaire suivante ne remet pas seulement en cause les dépenses, elle demande si l'uniforme lui-même, sa veste dans l'ombre, son uniforme sur cintre et même la vitrine de médaille vide a jamais été réel. Numéro 3. Association des vétérans de la United States Navy. Pendant des années, la United States Navy Veterans Association a opéré en Floride, dans l'Ohio, en Virginie et dans d'autres États, en se présentant comme une grande association nationale pour les anciens de la Navy et leurs familles, y compris des familles âgées de vétérans. Sur le papier, l'organisation semblait immense, avec ses bureaux caritatifs, ses classeurs bien rangés et ses postes de travail pourtant souvent vides. Dans ses déclarations officielles, elle affirmait compter plus de 66 000 membres. C'était précisément cette ampleur qui servait de leurre. Les dons déposés en espèces dans des urnes de collecte et le soutien politique, parfois scellé par une poignée de main lors de collectes de fonds, affluaient vers une figure publique se faisant appeler Bobby Thompson, tandis que la direction, les antennes locales et les programmes destinés aux vétérans devenaient de plus en plus impossibles à vérifier derrière ces bureaux d'associations désertés. En 2010, la rédaction du St. Petersburg Times a commencé à révéler les failles, et le procureur général de l'Ohio, Richard Cordray, a engagé une procédure contre le groupe la même année, devant le décor solennel des tribunaux de l'Ohio. Les enquêteurs spécialisés dans la fraude diront plus tard, dossiers et preuves à l'appui, que l'organisation avait récolté près de 100 millions de dollars auprès des donateurs. Puis le masque de cet homme anonyme au visage dans l'ombre a fini par tomber. Après une interpellation par la police à Portland, dans l'Oregon, le 30 avril 2012, les autorités ont identifié Bobby Thompson comme étant John Donald Cody, dont la photo d'arrestation a révélé un avocat formé à Harvard Law School et ancien officier du renseignement de l'United States Army en uniforme, recherché depuis les années 1980. En novembre 2013, un jury du tribunal du comté de Cuyahoga, dans l'Ohio, l'a reconnu coupable de vol, de blanchiment d'argent et d'usurpation d'identité, tandis que sa silhouette de prévenu se tenait dans la salle d'audience. Un mois plus tard, le marteau du juge est tombé lors de la sentence, et il a été condamné à 28 ans derrière les barreaux d'une cellule de prison. Et même cette ampleur n'est pas un plafond, car l'affaire suivante transforme la tromperie de masse, avec ses réseaux anonymes et ses grands centres d'appel remplis de box, en véritable industrie. Numéro 2. Kids Wish Network. Fondée en 1997 à Holiday en Floride, dans une rue de cette petite ville tranquille, elle se présentait comme une association caritative réalisant les vœux d'enfants confrontés à une maladie grave ou à de lourdes difficultés. Le problème central n'était pas la promesse faite à un enfant hospitalisé tenant son jouet, ni l'image d'un bénévole caritatif réconfortant un enfant, mais l'endroit où allait réellement l'argent. En juin 2013, une enquête du Tampa Bay Times dans sa rédaction et du Center for Investigative Reporting, avec des journalistes d'investigation au travail, l'a classé numéro 1 parmi les pires associations caritatives d'Amérique, après avoir examiné sa collecte de fonds et ses dépenses de 2002 à 2011. Sur cette période, les reporters ont constaté qu'elle avait récolté environ 127,8 millions de dollars. Entre bocaux de dons remplis de billets, télétons caritatifs au téléphone qui sonnait et comptables examinant des reçus sur leur bureau, tandis qu'environ 3,2 millions seulement avaient été versés en aide directe aux enfants et aux familles. Une grande partie du reste était absorbée par des démarcheurs professionnels et par les coûts de collecte, une machine de télémarketing avec des rangées de casques capables d'extraire des dons à grande échelle, tout en apportant relativement peu d'aide directe à une famille recevant un soutien financier ou à un enfant malade entouré de ses parents à l'hôpital. Kids Wish Network, dont le logo figurait sur l'association et dont les bureaux ressemblaient à n'importe quelle façade caritative, a contesté les critiques et continué ses activités. Mais l'attention des enquêteurs ne venait pas de nulle part. Pas plus que la confusion avec la bien plus célèbre Make-A-Wish Foundation, l'organisation distincte basée à Phoenix et fondée en 1980. Quand une association pour enfants malades, avec ses images d'enfants près d'une fenêtre d'hôpital et de salles d'attente vides, devient célèbre pour ses ratios de collecte de fonds, le mal est déjà fait. Et le dossier en première position reprend ce schéma, du collecteur comptant l'argent sur un bureau jusqu'à la boîte de dons vide en gros plan, puis le pouce encore plus long. Numéro 1. Cancer Fund of America, famille Reynolds. Tout a commencé à Knoxville, Tennessee, sous la silhouette du centre-ville.
lorsqu'une organisation appelée Cancer Fund of America Charity, constituée en 1987, affirmait qu'elle allait fournir de l'argent, des médicaments, du matériel médical et une aide directe aux personnes atteintes de cancer, jusque dans les chambres d'hôpital. Mais selon les autorités, l'argent alimentait surtout la machine elle-même, les démarcheurs professionnels dans des bureaux de télémarketing caritatif, les salaires, les primes, les voyages de luxe par les aéroports, les véhicules exposés en concession haut de gamme et les avantages réservés aux initiés. Le 19 mai 2015, la Federal Trade Commission, depuis son siège, s'est jointe aux procureurs généraux des États des États-Unis et au District of Columbia dans une seule affaire. Une démonstration de force rare qui montre à quel point la tromperie était devenue vaste. La plainte, déposée devant un tribunal où le banc du juge restait au centre du décor, visait 4 groupes liés. Cancer Fund of America, Cancer Support Services, Children's Cancer Fund of America et The Breast Cancer Society, décrits comme un réseau contrôlé par une même famille. De 2008 à 2012, les régulateurs ont affirmé que l'organisation avait recueilli plus de 187 millions de dollars grâce à des appels aux dons trompeurs, depuis la petite urne remplie de billets jusqu'à la femme âgée inquiète au téléphone. Rose Perkins, l'ancienne épouse du fondateur, dirigeait l'une des associations sœurs. James T. Reynolds II, son fils, en dirigeait une autre. En mars 2016, Cancer Fund of America et Cancer Support Services ont accepté leur dissolution permanente, et James T. Reynolds Sr., dont le portrait planait encore sur cette affaire de famille en réunion de bureau, s'est vu interdire la collecte de fonds caritatifs et la gestion d'organisations à but non lucratif. Au numéro 1, c'est l'ampleur qui compte. Car derrière le couloir sombre d'un bureau fermé, la boîte de dons vide, la table de conseil d'administration couverte d'argent et le ruban caritatif épinglé au revers, ce n'était pas une association défaillante, c'était un modèle économique qui portait un ruban.